Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, internautes de la chaîne citoyenne et auditeurs d'Electron FM, bienvenue à votre rendez-vous, le débat citoyen. Aujourd'hui, nous allons aborder une question sensible et cruciale pour notre société. La recrudescence des cas de meurtre et la responsabilité des autorités sécuritaires. Malheureusement, cette problématique est devenue une réalité alarmante dans plusieurs villes du Tchad, notamment en N'Djamena, à Béché, Gozbeda, Moundou, Pala et dernièrement à Mungu et Axe-Biltine à Béché. Les cas de meurtre et d'assassinat ont été enregistrés ces derniers temps et cette situation crée une atmosphère d'insécurité parmi les populations qui réclament des mesures adéquates pour lutter contre le phénomène. Les autorités sécuritaires sont pointées du doigt et accusées de ne pas prendre des mesures qui garantissent la sécurité des citoyens et de leurs biens. Lors de ce débat, nous allons examiner de près la responsabilité des autorités sécuritaires face à la recrudescence des cas de meurtre. Nous allons aussi discuter des mesures préventives qui peuvent être prises et les défis auxquels sont confrontées les autorités en charge de la sécurité publique. À cet effet, nous recevons sur ce plateau 3 invités qui sont déjà installés. Chers invités, bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous avons à ma droite Bonadji Boguel-Purus, vous êtes défenseur des droits de l'homme et commissaire à la CNDH, c'est bien cela? C'est bien cela. À ma gauche, comme j'ai l'habitude de l'appeler, j'ai mon grand Avenir de la Tirée qui est DP du journal Avant-Garde. En plus de cela, je pense qu'on peut encore ajouter une présentation à ce que vous faites dans la vie. Ben oui, moi j'ai dit je suis journaliste tout court parce que j'aime ce métier, parce qu'il me semble que c'est le plus beau du monde. Avec d'autres casquettes, peut-être juriste, autre chose, mais je préfère m'arrêter à journaliste. Même DP, c'est pas très intéressant, ça me limite beaucoup. Alors si je fais une digression, je sais que vous préparez une thèse, je pense en droit. Quel est le sujet que vous abordez dans votre thèse qui bientôt va être soutenue? Alors, je travaille sur les questions de sécurité et de défense sur le cadre juridique africain. Je fais une description du cadre juridique africain en matière de sécurité internationale, de défense et de coopération africaine. Je suis assez avancé et je crois que très bientôt, je serai au bout du tunnel. Ça tombe bien pour ce débat. Exactement. Le dernier invité est Dr Yamingue. Vous êtes aussi journaliste, analyste politique. Vous avez travaillé aussi pour la question sécuritaire. Est-ce que votre présentation est-elle complète ou bien vous avez autre chose à ajouter? Oui, j'ai envie de dire ancien journaliste parce que je n'exerce plus dans le métier. Et je suis aussi enseignant-chercheur et chercheur senior au Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines, le CRASH, qui est un think tank basé à N'Djamena. J'en profite pour souhaiter beaucoup de courage à Avenir de la Tirée. Et merci. En tant qu'analyste politique et sécuritaire, je crois que je me mets à sa disposition peut-être pour le petit bout de recherche et de rédaction qui lui reste. Merci. D'accord. Alors, on devrait avoir aussi sur ce plateau le DGA de la police, M. Paul Manga, mais qui jusqu'à là n'est pas là. On espère bien qu'il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Monsieur Boguel Bonadji Purus, vous qui êtes défenseur des droits de l'homme, quelle lecture faites-vous du contexte sécuritaire tchadien au jour d'aujourd'hui? Merci une fois de plus. Je crois qu'il faut situer les choses dans leur contexte. Et le phénomène que nous vivons, sécuritaire que nous vivons, avec une recrudescence des cas de criminalité et autres, tout ça, ça remonte dans le temps. Et si vous prenez les différentes constitutions de la République du Tchad, il est mentionné, si vous regardez bien dans les préambules, que les différents régimes qui se sont succédés ont entretenu tout ce qu'il y a comme népotisme, tribalisme, communautarisme, dont la conséquence
dont les conséquences sont la guerre, l'intolérance politique et les questions d'insécurité. Donc ça suppose que ça remonte dans le temps. Et ce qu'on constate actuellement, c'est lié, à mon avis, au phénomène de circulation d'armes, et détention, circulation et détention des armes par des civils qui n'en ont pas le droit mais qui détiennent et qui en font usage, de manière systématique. Le phénomène est aussi lié au fait que nous sommes dans un contexte marqué par la pauvreté. La pauvreté qui entraîne, si vous voulez, une certaine stabilisation des jeunes, les questions économiques et autres, tout ça. Donc, beaucoup de gens se sont retrouvés dans des contextes où ils ne travaillent pas. Mais quand vous ne travaillez pas, vous êtes enclin à utiliser un certain nombre de choses pour pouvoir avoir le pain quotidien. Donc, ce qui, naturellement, débouche sur des cas de violence. Et donc, il y a quelques éléments du point de vue social, économique, politique, qui font que cette insécurité bat son plein. Mais il est de la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Ça, c'est un pouvoir régalien. Malheureusement, on constate que les mesures qui sont prises ne permettent pas de juguler cette insécurité, alors que le gouvernement a tous les moyens. Vous voyez un peu? Donc, en termes d'obligation, il a cette obligation, l'État, ou sinon le gouvernement a cette obligation de protéger, de respecter, de prendre des mesures. Comme je l'avais souligné tantôt, les mesures sont prises, mais on se rend compte que ça ne permet pas de juguler le phénomène, alors que les moyens sont là. Ok, monsieur, à venir de l'attirer, dans votre dernière parution, vous avez fait un peu la situation de cas de meurtre. Comme dit Bonadji Purus, est-ce que vous estimez que l'État assume vraiment son rôle de protecteur des citoyens? Seulement, avant de répondre tout droit à votre question, j'ai peur qu'ici, notre régulateur, qui est la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, revienne encore dire que nous sommes en train de faire le procès de nos services de sécurité. Alors déjà, on va éviter Oui, cela. parce que, oui, non, on ne va pas éviter. Nous sommes obligés de faire ce procès parce que M. Manga refuse délibérément d'être là. Bon, il refuse d'être là. S'il n'est pas là, je suis obligé de le juger. Mais c'est exprès, c'est de la dérobade. Et souvent, quand on les convie, oui, je le dis en tant que journaliste, souvent quand on les convie à des débats, ils ne viennent pas. Parce que nous risquerons d'être du même bord, c'est-à-dire avec la même conception, les mêmes analyses que nous faisons. Or, eux, ils sont praticiens de la sécurité. Ça, c'est quand même dommage. Ça n'équilibre pas le débat. Et ce sont eux-mêmes qui poussent les gens à faire leur procès. Ceci étant, nous l'aurons prochainement pour Ceci un étant, autre sujet. On dit toujours à l'université que, la devise de l'université d'ailleurs, c'est heureux ceux qui savent le pourquoi des choses. Et donc le pourquoi de la sécurité, c'est ce que M. Bagel vient d'étaler. Il faut remonter dans les textes, revoir quels sont les régimes politiques qui se sont succédés. Et notre difficulté au Tchad, justement, nous avons organisé beaucoup d'assises pour essayer de balayer un peu ce sale passé et refonder l'État. C'est un terme que je leur renvoie, refonder l'État. Malheureusement, nous n'en sommes pas à la refondation. Nous sommes un pays pas gouverné, mais pris en otage par un régime qui en partage le Tchad et le Soudan et qui fait du Tchad un butin de guerre. Et donc, quand on prend quelqu'un en otage, on le prend armé. C'est un régime armé qui est venu par la force, qui exerce le pouvoir par la force des armes et qui le conserve par la force des armes. Est-ce qu'on peut revenir Non, j'en reviens. Nous sommes dans le thème. Je vous explique le pourquoi. Oui. Mais je vais dire des choses crues qui vont vous faire peur, mais c'est ça la vérité. D'accord. Et donc, les armes sont distribuées à des familles pour nous prendre en otage, pour nous contrôler. Vous parlez, on vous fait taire par les armes. Je vous dirais qu'avec preuve, photo à l'appui, que le 20 octobre, des civils ont participé à la répression. Ça, c'est connu, c'est déjà dit. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui détiennent des armes. Ces armes, ils ne les ont pas réintégrées dans des casernes militaires. Ils les ont avec eux. À supposer que ces jeunes qui tiennent ces armes
n'ont pas de revenus, ils ne travaillent pas, comme Boguel l'a dit, certainement ça va servir à autre chose. Certainement ça va servir à régler des comptes. Aujourd'hui, notre élevage de type économique d'hier a disparu pour faire place à un élevage de prestige. Et donc les éleveurs sont les gouverneurs, sont les ministres, sont les généraux en majorité, et qui donnent des armes à leur bouvier pour dire vous avez droit sur tout ce qui a comme, comment on appelle, pâturage, y compris les champs. Celui qui hausse le ton, sortez l'arme, vous le neutralisez. C'est ce qui se passe partout dans les zones agricoles. Revenons à la Je suis dans le thème, mais tout ça c'est l'insécurité. Mais le meurtre, aujourd'hui on l'enregistre plus dans le milieu rural, dans les conflits agriculteurs-éleveurs. Je crois que les statistiques sont là. Et ce sont ceux-là les facteurs d'insécurité, ce n'est pas ce qui se passe seulement en Djamena, Abiche, Moundou et ça. Et donc, ces gens détiennent des armes, la circulation arbitraire des armes. Normalement, l'arme est du domaine régalien de l'État. Par dérogation, un individu qui le porte doit remplir un certain nombre de conditions. Le problème réside également au niveau de nos services de sécurité, ceux qui sont même chargés d'assurer notre sécurité. Voilà. Par quels moyens ces gens sont recrutés? A-t-on fait des textes psychologiques pour comprendre que ces gens-là sont vraiment aptes, vraiment dignes de porter une arme sur eux? Regardez aujourd'hui le recrutement à la police, à la gendarmerie, et même dans l'armée un peu partout, c'est du gâchis. Il n'y a plus ces choses. Le dernier cas de meurtre qui nous fait asseoir sur ce plateau n'a pas été commis par des corps kaki. Vous parlez de quel meurtre? Nous parlons de cas de meurtre à Béché. Mais je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire. Justement, les cas où je suis en train de vous dire que ces armes, tellement ce n'est pas contrôlé, on remet des armes, on donne à un père qui est chargé de les garder, il ne les garde pas. Les fils prennent, ils en font ce qu'ils veulent. On remet des armes aux éleveurs. Pas des éleveurs, des bouviers. Parce qu'il n'y a plus d'éleveurs au Tchad maintenant. On remet des armes à ces gens-là. Vous ne savez pas où est-ce que ça va. Moi, je vous dis, j'ai une arme. En ce moment, aucun membre de ma famille ne sait où je les mets. Je la mets. Parce que je l'ai eu légalement. Et je la garde. Mais si je laisse à portée de main, et si j'apprends à mon fils comment manipuler cette arme, c'est un second danger. Mais or là, je vous assure, allez-y dans les familles, allez dans des jardins, ils sont devenus des champs de tir. On apprend aux femmes et aux enfants à tirer les armes. Dans la ville de N'Djamena, un peu partout dans le pays, dans les ferries, partout. Voilà un peu tout ça qui fait que cette histoire d'insécurité, pour nous, elle n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle. Et donc c'est très difficile et structurel, ça veut dire que bien pensé et bien mis en œuvre par un régime politique qui a pris le pays en otage. Okay. Voilà où c'est plus difficile. Voilà, docteur, vous allez prendre la parole en dernier lieu pour faire la lecture de regard universitaire. Après un long speech à venir, qu'est-ce que vous aurez à dire? Non, je pense qu'aujourd'hui, le Tchad se trouve dans un contexte sécuritaire totalement particulier. Parce que s'il n'y a pas de statistiques à jour sur ces questions-là, nous, au niveau de notre centre de recherche, on a un système de monitoring des conflits et des violences. On est assez limité à des violences comme les conflits intercommunautaires ou le terrorisme. Et même à ce niveau, nos statistiques entre 2021 et 2024, c'est-à-dire sous la période de la transition, affichaient déjà plus de 1000 morts, des statistiques qui étaient très proches de celles de OCHA ou d'autres structures comme ACLED. Mais quand on considère la question des meurtres, il n'y a pas de données quantitatives pour apprécier la situation. C'est pour ça qu'on est obligé de se limiter à des éléments qualitatifs. Mais même là, on peut confirmer que le Tchad est dans une mauvaise passe. Parce qu'en dehors des situations de conflits ouverts comme des guerres civiles et tout, il n'y a jamais eu de situation, de contexte comme celui de maintenant, avec autant de cas de meurtre. Ça montre que la criminalité, les violences ont sérieusement augmenté. Vous avez là cité tout à l'heure des cas par exemple à Béché où
un cadre de l'État était littéralement brûlé. On se réveille chaque matin avec des enfants tués, enterrés dans des cours, des gens abattus par on ne sait qui dans les champs. Et tout ça, lorsqu'on regarde la littérature scientifique où on examine les contextes, les différents contextes, il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs individuels, par exemple la pauvreté, les inégalités, Avenir le disait tout à l'heure, la prolifération des armes, l'instabilité politique. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ces situations. Mais dans le cas du Tchad, je pense que les inégalités, mais aussi une gouvernance sécuritaire assez ambiguë, peuvent être considérés immédiatement comme des facteurs qui entretiennent cette situation. Parce que il y a les rôles de l'État, par exemple, qu'on peut questionner. On peut aussi interroger le rôle des forces de défense et de sécurité, le rôle des individus aussi. Mais quand on considère le contexte actuel du Tchad, on a l'impression que l'État, qui dans ces situations-là devrait garantir le respect des droits, parce qu'en partie, c'est aussi la question de l'impunité. Lorsque quelqu'un est auteur d'un meurtre et qu'après il n'est pas inquiété, il n'est même pas recherché, lorsqu'il est recherché et attrapé, il n'est pas puni. Lorsqu'on a commencé à le punir, après, on ne sait pas où est-ce que ça finit. Tout cela entretient l'impunité. Donc, cette personne-là sait qu'il peut encore récidiver et rien ne lui arrivera. La question des inégalités, là aussi, Avenir l'a dit tout à l'heure, je pense que l'arme, aujourd'hui, au Tchad, il y a beaucoup de documentation là-dessus. Hein. L'arme est au cœur de beaucoup de dynamiques. L'arme donne le pouvoir, l'arme donne l'autorité, ainsi de suite. L'arme donne l'argent aussi. Et donc, il y a des gens qui ont des armes sur eux. Alors qu'officiellement, ils ne sont pas censés les détenir. Sur ce plateau, j'avais dit que la question de l'expertise est indispensable parce qu'au moins, on sait comment les armes entrent. L'État est censé le savoir. La grande partie des armes se retrouve normalement dans des circuits officiels. Donc, lorsque une arme sort du circuit et est utilisée, on peut récupérer l'arme, faire la balistique et avoir les références pour remonter à qui est le propriétaire de cette arme. Je pense que c'est très dissuasif en fait. Lorsque, ça c'est en ce qui concerne les armes à feu, mais il y a aussi, on peut dire qu'il y a des armes blanches qui sont utilisées. Mais les armes de guerre participent en grande partie à la recrudescence de cette criminalité, de ces meurtres. Et puis après, il y a des gens qui sont connus, qui sont à l'origine de ces meurtres-là et qui ne sont pas inquiétés. Donc, lorsque le contexte est ainsi, l'État qui est censé garantir les droits, qui est censé prévenir ou combattre l'impunité, lorsqu'on ne le voit pas véritablement en train de le faire, lorsque les forces de défense et de sécurité, qui sont censées intervenir en cas d'infraction, peut-être interviennent, mais à des degrés différents, à géométrie variable, ça contribue aussi à alimenter, à entretenir. Et puis les citoyens. Alors, quel rôle il peut jouer? Qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, le paradigme de gouvernance sécuritaire a évolué. On est dans une logique de dialogue civilo-militaire. Est-ce que ça a commencé ici? Est-ce que c'est accepté? Peut-être pas. Donc, le citoyen, même lorsqu'il a la bonne volonté, est-ce qu'il joue un rôle? Est-ce qu'il peut jouer un rôle? Est-ce qu'il est autorisé à jouer un rôle? D'accord. Ok, pour revenir au cas de meurtre au cadre de l'État, Béché, je voudrais me tourner vers M. Pyrrhus, qui est commissaire à la CNDH. Quand on voit les images de ce monsieur avant de tomber, il frappait à une porte. Ça veut dire qu'il y a des témoins qui ont vu comment on l'a brûlé. Et face à cette situation, si on dit aujourd'hui qu'on ne sait pas qui est l'auteur de cet acte, est-ce que les autorités sécuritaires ont vraiment joué leur rôle pour se limiter simplement à ce cas? Avant de répondre à votre question, il y a deux éléments que je voudrais ajouter à ce qui a été dit. D'accord, allez-y. La question de la culture. Le Tchadien est habitué, une partie de la communauté du Tchadien qui est habituée à porter des armes. Si vous ne le portez pas, vous n'êtes pas un homme. Vous n'êtes pas un homme, exactement. Mais il s'agit des armes blanches au moins. Oui, mais l'arme blanche aussi, le port. Et ça a évolué. Ça a évolué. Ça a évolué. On s'adapte à ce contexte-là. Mais on est resté toujours dans cette mentalité de port d'armes, même dans les grands centres et autres, tout ça. Ça aussi, c'est interdit. Hein. C'est interdit, mais on continue par le porter. La question d'injustice sociale.
ça a été soulevé, je voudrais renforcer cela. Le cas qui a défrayé la chronique, le cas de Fulbert, en observant, c'est comme si c'est planifié. C'est planifié. Et quand on voyait les images, il demandait de l'aide. Il y a non-assistance à personne en danger à ce moment-là. Le Tchadien est arrivé à un niveau où la mort est banalisée. Comment on peut admettre que un concitoyen comme vous et moi, en train de souffrir, et personne n'a osé le secourir? Ça m'a fait très mal à ce niveau-là. Et je me dis, même si c'est le cas, même si Fulbert a dû commettre des actes de nature à porter atteinte à la sécurité de l'État, est-ce que c'est de cette façon qu'on devrait les traiter? Surtout que c'est un haut cadre de l'État. Même s'il détient des informations, est-ce que c'est de cette façon qu'on devrait les traiter? Donc, le gouvernement a ouvert une enquête. On l'encourage vivement à faire en sorte qu'on aboutisse cette fois-ci là, que les circonstances de ce cas qui a défrayé la chronique soient élucidées pour permettre aux Tchadiens de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que la CNDH est associée à cette enquête? Non, la CNDH ne peut pas être associée à cette enquête. Autrement dit, la CNDH elle-même investigue pour faire la lumière sur la situation et interpeller l'autorité afin que des mesures soient prises. Et donc, si un agent de l'État peut être traité de cette façon, combien de fois un citoyen lambda? Vous imaginez un peu. Ça veut dire qu'on peut sortir l'arme, tirer sur l'individu, il meurt et puis surtout on n'en parle pas. Donc ça soulève la question de l'impunité. On ne cessera jamais de parler de cette impunité-là. Il va falloir que des mesures soient prises pour faire en sorte que chaque Tchadien qui commet un acte qui trouble l'ordre public réponde de ces actes. D'accord. Monsieur Avenir, je l'évoquais tout à l'heure dans votre dernière parution, vous avez certainement fait une enquête parce que vous avez traité la question de plusieurs cas de meurtre. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire davantage sur cet article qui a été consacré à ce cas de recrudescence de meurtre que vous avez traité? Oui, vous savez, j'étais en train de dire que la question de l'insécurité est structurelle. Quand c'est structurel, ça sort de l'officiel. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui encadre ça. L'impunité, la question des enquêtes. Je crois que ça fait 35 ans que le régime MPS est là, on connaît le nombre d'enquêtes qu'on a ouvertes. La seule enquête qui a eu des conclusions, même comme diraient les amis camerounais, c'est genre, c'est l'enquête d'Ebni. On n'est pas allé au bout de la logique, on sait pourquoi les gens se sont limités quelque part. On a dit oui, on conclut que c'est l'armée, en fait des gens, c'est l'armée qui l'a enlevé. Mais au sein de l'armée, il y a la responsabilité in solidium, comme on le dit en droit. Qui est allé l'enlever? Ça, on ne l'a pas eu. Donc moi, les enquêtes, l'évocation des enquêtes déjà m'énerve. C'est de l'anesthésie au Tchad. Alors pour les cas d'insécurité qu'on a traités, on n'a pas traité seulement des cas de meurtre. On est allé partout dans le pays. Quand vous regardez bien, ce sont des jeunes qui se font abattre par des amis à coups d'armes à feu. Et on se pose la question, ces jeunes-là trouvent ces armes où? Souvent même, quand il est arrivé des cas où on a amené, et c'est ça, il y en a dans notre article, on a amené un jeune qui a abattu un autre à la justice. Il a été placé sous mandat de dépôt, mais on ne retrouve pas l'arme sous scellé. On a dit que le propriétaire est venu prendre. Ah bon. Ça veut dire que l'auteur n'est même pas propriétaire de cette arme. Non, il n'est pas propriétaire. C'est un enfant, il est mineur, il a 16 ans. Et l'arme n'est pas mise sous scellé. Moi, j'ai posé la question au parquetier, mais c'est quelle alchimie? Parce que l'instrument qui a servi de commission de crime n'est pas là. Au tribunal, on nous demandera des preuves. Où est l'arme du crime? Les avocats de la défense prendront ça à bras le corps. Donc, l'impunité, la question, on a traité aussi de question de meurtre que commettent des douaniers. Vous savez, la brigade de répression de la fraude est armée tel un bataillon. Tel un bataillon. Ils ont des armes automatiques de dernier cri, des FAMAS, des RPG sur les véhicules, pour
combattre les fraudeurs. Comme si comme si nous étions en situation de belligérance. Quel est le statut de douanier dans les forces de défense et de sécurité? C'est les paramilitaires, simplement. Mais là, ces gens, vous savez ce qu'ils ont fait à Massaguet. Ces gens sont surarmés et c'est des gens, pour la plupart, ils n'ont pas de référence. D'autres n'ont même pas d'acte de naissance. Ceux qui sont là, qu'on appelle douaniers, les bogobos. Je pense que le cas de Massaguet que vous évoquez, le directeur général de la douane a sorti un communiqué pour dire que ce n'étaient pas les agents de la douane. Mais il raconte sa vie. Parce qu'il a sorti un communiqué officiel. Il raconte sa vie. Okay, puisqu'il y a eu des témoins, il y a eu des services de sécurité locaux qui ont produit des rapports. Et nous détenons des preuves. Il y a un survivant dans cette affaire. Comment il peut sortir un communiqué? Je suis au courant de ce communiqué. Moi, ça m'a fait rire simplement. Mais dans N'Djamena, combien ils en tuent? Une femme portant sur elle un coraux de sucre qui a tenté de se glisser dans le quartier parce que poursuivi par les Bogobos a été abattue il n'y a même pas 3 mois. Mais il y a des cas dont on n'en parle pas. Ça aussi, on a évoqué dans notre article. C'est pour ça que je dis, c'est structurel. Les gens s'en prennent parfois aux magistrats pour dire que non, ils ne font pas leur travail. Quand on arrête des gens, ils les libèrent, ainsi de suite. Non, le magistrat ne peut rien faire. Parce que le magistrat, il prononce un jugement, il remet ce coupable, ce criminel ou machin, ou ce condamné, il le remet à l'administration pénitentiaire, qui est gardée par un autre corps. Et puis après, le monsieur se retrouve dans les quartiers. Parfois, il regagne même son corps de service de sécurité. Je vous assure, je suis allé en Inde. J'arrive au commissariat central, au service de l'immigration. Je fais le tour parce que je trouve un compatriote qui est là-bas, qui est policier, parce qu'il a la nationalité indienne. Il m'a amené jusqu'à la direction générale de la Sûreté nationale. Je n'ai pas vu un seul pistolet de mes yeux. Pourtant, vous êtes au commissariat. Je n'ai même pas vu un seul pistolet. Il me fait visiter la gendarmerie où, au service de l'intendance, un de nos compatriotes y travaille. Je n'ai pas vu un seul pistolet. J'ai juste vu un monsieur qui est venu et il avait un garde du corps qui avait en main une AKM. J'ai dit, mais pourquoi les gens ne portent pas des armes? Il dit, ici, quand tu es dans les services de sécurité, pour porter les armes, il faut un certain nombre d'années d'expérience, il faut qu'on connaisse votre moralité. Il y a beaucoup de textes à passer avant de porter les armes. C'est vrai, on nous dira que le Tchad vient de loin, c'est ça le mot, que nous sommes dans un état d'exception, mais il y a un minimum de précautions à prendre. Donc, moi je ne cherche pas loin, je ne me casse pas la tête. Notre constitution est claire là-dessus, comme Borel l'a cité. Les régimes qui se sont succédés ne se sont pas succédés de la bonne manière. Et à une période récente, il y a eu un coup d'État qui a permis au président Mohamed Idriss Déby de prendre le pouvoir et de trouver des parures de légalité et de légitimité après. Donc ça ne changera rien. Moi je pense que la solution à la question de l'insécurité, c'est la rédaction d'un nouveau contrat social entre les Tchadiens, sans ce régime. D'accord. Vous avez évoqué un coup d'État. Moi, je pense qu'officiellement... Si, c'est un coup d'État. Le président n'a pas commis... Non, c'est un coup d'État. Il est monté au pouvoir. Non, c'est votre avis, mais c'est... Non, il est monté comment? Que disait la Constitution? C'est un coup d'État. Face au cas de meurtre que nous avons évoqué tout à l'heure, des enfants enterrés dans une cour, un cadre brûlé... Mais vous qui êtes chercheur dans le domaine de la sécurité, je pense que techniquement, les recherches en matière de sécurité ont évolué. Est-ce qu'on ne pouvait pas avoir des techniques ou bien des moyens pour identifier qui est l'auteur des enfants, par exemple, enterrés? On a parlé des enquêtes tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas seulement que des enquêtes sur des cas extrêmes. Le 20 octobre, par exemple. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais un peu surpris en écoutant M. Pyrrhus. Et je pense que la CNDH serait dans son rôle d'ouvrir des enquêtes. Ça a été assez efficace autour du 20 octobre, même si en interne, c'était pas consensuel. Mais c'est pas qu'on n'a pas le droit. La CNDH a ce pouvoir de le faire. Oui. Mais il a demandé, est-ce qu'on s'était associé? Oui, c'est ça. Voulait faire cette précision. Oui, effectivement. Et moi, je pense que la CNDH est assez
pragmatique ces derniers temps. Et donc, ce serait bien pour le pays que la CNDH s'engage dans ces enquêtes-là, parce que peut-être qu'il y a un peu plus de moyens que les autres organisations de la société civile, la CNDH étant une grande commission. D'emblée, il y a aussi des facteurs qui émergent dans la consommation des stupéfiants. Par exemple, un peu la généralisation des trafics illicites, les trafics d'organes, les trafics d'êtres humains, qui sont arrivés chez nous et qui sont peut-être placés de côté parce qu'on a beaucoup d'autres préoccupations et le Tchadien est plus intéressé par les préoccupations politiques. Là, on est en train de courir derrière le pouvoir, derrière la transition, ainsi de suite. Or, la consommation de tramol, des stupéfiants, de la drogue, il y a même eu un grand procès là, autour de la question des stupéfiants il y a quelques années, parce que le Tchad se retrouve sur la route de la drogue, l'une des grandes routes africaines actuelles de la drogue. Donc, tout ça, ça rentre aussi en jeu comme facteur entretenant ces meurtres, mais ça reste, il n'y a peut-être pas de petites morts, mais ça reste des cas relativement mineurs, même s'il faudrait s'y attaquer. À venir, et je pense que Pyrrhus aussi, ils ont commencé à le dire tout à l'heure, il y a ce qu'on peut appeler l'amalgame dans la gouvernance sécuritaire, qui entretient aussi cette recrudescence des meurtres, parce que quand Avenir parlait tout à l'heure de la douane, mais on peut parler aussi des eaux et forêts, on peut parler des mines. Il y a quelques jours, c'est la sortie des élèves de la brigade minière. Quand on voit, on a l'impression qu'autant au niveau des douanes, au niveau des eaux et forêts ou au niveau des mines, c'est comme si c'est des forces de 3e degré. Alors, est-ce que c'est des forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire moins que cela, ou bien est-ce que c'est de l'armée? Et là, c'est des questions qui peuvent paraître assez simplistes, mais c'est des questions dont les réponses peuvent aider à arranger la situation. Il y a moins d'une année, je pense, on a vu cette vidéo qui a tourné dans les médias sociaux. C'est des éléments je crois, des eaux et forêts de ce corps-là qui sont impliqués dans un cas de meurtre, une personne qui a été abattue. Je pense que la vidéo a tourné un temps. Après, on n'a pas eu de clarification. Mais lorsqu'on a des corps qui ne sont pas des corps de 3e degré, qui sont assimilés, qui sont équipés comme des corps de 3e degré, avec des mandats qui ne sont pas très clairs, ça peut aussi contribuer à envoyer dans le pays des armes qui peuvent finalement terminer ailleurs que pour les rôles pour lesquels ces armes ont été déployées. Il y a aussi des excès dans l'exercice des fonctions qui ne sont pas forcément corrigés. Et lorsque quelqu'un, un agent des douanes ou un agent des forces, des éléments de sécurité de la douane abat une dame et que rien ne lui est fait, ça encourage d'autres à faire pareil. Donc, il y a aussi ce travail d'encadrement, mais aussi de meilleure maîtrise de ces différents corps. Et la question des armes revient toujours. C'est que si les gens ont des armes, avec la culture, Bogué l'a dit tout à l'heure aussi, qu'on connaît du Tchadien ou bien de certains Tchadiens, ça ne peut que contribuer à envenimer la situation. D'accord. Ok. Bien qu'un représentant de la police ne soit pas avec nous, je voudrais me tourner vers Bogué pour poser cette question. Est-ce qu'il est normal dans un pays de droit, comme on le dit ici chez nous au Tchad, qu'on ne puisse pas identifier qui est l'auteur d'un meurtre, par exemple le cas des enfants enterrés, c'est rien qu'en mettant les moyens scientifiques pour identifier, par exemple, les traces d'ADN, c'est ça. Est-ce que le Tchad ne peut pas avoir cette technologie-là au niveau de la police pour essayer d'identifier les criminels? Est-ce qu'il est normal? Notre police, elle a les moyens. Il y a des services techniques chargés d'identifier
faire ce travail d'identification des malfaiteurs et tout ça. Ce n'est pas que les gens ne sont pas identifiés, ils sont identifiés, mais ils sont couverts, malheureusement. Les gens sont couverts. On sait qui a fait quoi. Mais pour le cas des enfants enterrés dans la cour, jusqu'à aujourd'hui, on dit qu'on ne sait pas qui l'a fait. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de faire une école d'investigation pour identifier l'auteur de ces actes-là. Ça, un simple citoyen, vous le prenez, il va vous donner l'information. Dans la mesure où il y a des services attrités qui doivent faire le travail. Moi, comme je l'avais souligné tantôt, les gens sont identifiés, les criminels sont identifiés. Malheureusement, ils sont couverts. Ils ne sont pas poursuivis. Donc, ça les encourage à continuer à faire le travail. Comme disait à venir, c'est l'impunité qui est à l'origine de... Donc, l'impunité continue de plus belle. Et dans l'intervention des forces de défense et de sécurité, dans la composante, on a 4 catégories. Il y a l'armée, il y a la gendarmerie, il y a la police et puis la GNT, avec des rôles bien précis. L'armée, c'est pour la défense du territoire s'il y a des agressions extérieures. La gendarmerie a la police, et la police, c'est pour la protection des personnes et des biens, assurer le maintien de l'ordre. Et la GNT, la protection des institutions de l'État. Vous voyez, dans ce rôle-là. Mais maintenant, aujourd'hui, ici, il y a quelque chose, on constate que c'est les forces de 3e, 4e catégorie qui interviennent. Il y a un amalgame. Mais c'est reste que pour maintenir l'ordre. Vous voyez un peu. Et donc, on a un certain amateurisme dans les interventions. À ce niveau-là, un travail de fond doit être fait pour assurer la gouvernance sécuritaire au niveau du Tchad. Les gens formés sont là. Ils sont là, les gens compétents sont là, il va falloir les utiliser simplement pour pouvoir faire le travail. Et donc, à venir la souligner, le système s'est retrouvé truffé d'individus sortis de nulle part, n'ayant aucune connaissance dans le système et qui se retrouvent avec des responsabilités. Et donc, on gère les services de sécurité comme on gère la famille. Il y a un homme politique qui a l'habitude de le dire, c'est une gestion vraiment patrimoniale à ce niveau-là. Donc ça fait que l'État ne peut pas assurer ce rôle régalien de protection des personnes et des biens. Vous voyez un peu. Et donc il suffit simplement d'une certaine dose de volonté pour pouvoir le faire. Mais ça nécessite une certaine purge au sein du système pour permettre à ce que les gens qui sont mis de côté, les gens compétents qui sont mis de côté, soient nommés à des postes de responsabilité et qu'on leur donne le moyen de faire le travail. D'accord, mais la CNDH en tant qu'institution chargée de défendre les droits, est-ce que toutes ces situations évoquées ne peuvent pas interpeller l'institution à se mettre au devant de la scène? Ok, merci pour je vais dire qui est celui, je vais le passer la parole après, mais en attendant... La CNDH, je vais préciser à ce niveau-là, c'est une institution administrative indépendante de protection et de promotion des droits et libertés fondamentales, avec une certaine autonomie d'intervention. Et elle a comme attribution principale d'aviser le gouvernement. De procéder à la révision de la législation, d'assister le gouvernement et tout ça. Donc, ces interventions se font à travers des avis. Vous voyez, quand il y a des situations de violations graves qui se produisent, qui se présentent, on interpelle le gouvernement. Il y a 2 interlocuteurs de la CNDH, le président de la République et le président de l'Assemblée. C'est ce que disent les textes. Et on les interpelle à travers des avis, à travers des rapports d'enquête que nous menons, et nous soumettons directement à ces autorités-là avec des recommandations pour que des mesures soient prises. Et donc, si vous vous attendez à ce que la CNDH condamne de manière systématique et les publie ou bien publie les communiqués des presses de manière systématique, à ce niveau-là, nous comprenons les attentes, mais la méthode de travail est consignée dans les textes et nous essayons simplement de suivre ça. Mais beaucoup de choses sont en train d'être faites dans les coulisses et qui produisent beaucoup plus d'effets que les dénonciations systématiques sur les réseaux sociaux ou bien dans les médias. Alors, face à tout ce que nous venons de citer et d'écrire, M. Avenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer vraiment l'environnement sécuritaire de Tchadien? S'il y a une proposition, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation? Vous savez, M. Boguel a évoqué les 4 grandes forces qui constituent les forces de défense et de sécurité. L'armée, la gendarmerie, la police et la GNT. Tous ces services s'appuient sur une semelle qui sont les renseignements. On ne peut pas faire de la sécurité sans renseignements.
Et pourtant, on dit qu'au Tchad, on est très fort en renseignement. Mais justement, c'est, comment on appelle, c'est un éléphant blanc, notre renseignement. Okay. Les renseignements sont des services très scientifiques, qui d'abord veulent des gens avisés, intellects, des gens qui ont le sens du discernement. Parce que, journaliste, je pense que quand on est dans les enquêtes, ce sont les mêmes démarches et la finalité qui diffèrent avec les services de renseignement. Nous n'avons pas de service de renseignement. C'est dommage. Non, je vais vous dire, non, je vais vous dire, mais quelque chose d'incompétent, quelque chose qui n'apporte rien. Les gens sont là tous concentrés à la protection du régime. Comme même l'armée. J'en viens. Comme même l'armée. Vous avez une milice au service d'un pouvoir. Tous travaillent dans le sens de protéger le régime. Quand vous voyez des fouilles dans les nuits ici, c'est conscient dans aucun texte de, c'est pas rond-point, dit quoi là, rond-point double voie à l'Assemblée nationale, vous avez 3 postes de contrôle. C'est dans quelle loi? Ça existe où? On commence à 18h à stresser les gens avec des agents tels des bêtes dressées contre un peuple. Mais monsieur Avenir, j'en viens, je vous arrive. Vous savez, c'est l'occasion, même la sécurité là, est encadrée par des textes. Oui. Mais il y a des informations qu'on ne peut pas mettre. Laissez tout ça, on ne met pas. Mais nous ne sommes ni en état de siège, ni en état d'urgence, rien. Ces fouilles là sortent d'où? C'est encadré par quel texte? Quand vous êtes en état de siège, on vous dit, voici ce que le citoyen doit observer. Voici ce que les forces de l'ordre doivent observer. On est en état d'urgence, voici. Mais ce qui se fait là, c'est quel état? Qu'on trouve un cadre juridique pour organiser au moins ces fouilles. Même si on n'a pas besoin de dire aux gens les raisons, d'ailleurs on ne les dit pas, mais qu'on trouve un cadre juridique. Ça n'existe pas, c'est de l'arbitraire. Vous avez une armée au service d'un système politique, vous avez une gendarmerie au service d'un système politique, une police chargée de réprimer tous ceux qui contestent, avec des services de renseignement qui se promènent pour savoir quel directeur général est allé à l'auberge avec une femme, quel directeur insulte le président de la République, tel opposant, comment il vit. Vous n'allez pas faire la sécurité. La solution aujourd'hui, je vous assure, moi je n'ai plus rien à débattre avec le régime MPS au pouvoir. Il faut un nouveau contrat social et un nouveau système politique. Parce que l'État est devenu un patrimoine. Quand quelqu'un, avant de débattre avec vous, il vous dit « j'ai perdu des parents dans l'instauration de ce pouvoir », mais vous n'avez plus rien à débattre avec ce type. Parce que perdre un parent, c'est la chose la plus douloureuse. Sur 8 de mes oncles, mon père est né avec 8 autres garçons, ils sont tous morts pour ce régime. Et vous me demandez quoi? Ça, on nous le dit à longueur de journée. Avec un tel régime, ce n'est pas possible. Nous allons débattre ici jusqu'à l'année prochaine, nous ne trouverons pas de solution. Les gens qui ont pris le pays en otage, qui en font un butin de guerre, vous ne changerez rien dans leur tête. Cette insécurité les arrange et renforce leur pouvoir. On m'a dit qu'on va faire un forum sur la sécurité. On va aller s'asseoir dans une salle pour dire oui, désormais, pour combattre Boko Haram, voici la stratégie. J'ai rigolé. La sécurité, mais c'est quelque chose de... Je ne sais pas comment les gens réfléchissent dans ce pays. Et donc, pour moi, la solution, c'est un nouveau contrat social. Je voudrais rebondir un peu sur la question de la CNDH. Pas pour les beaux yeux du grand frère Bogen, mais honnêtement, depuis les 7 dernières années, je suis avec une attention soutenue, et j'appelle d'ailleurs de temps en temps le président de la CNDH, qui est un confrère, qui était un confrère, il n'est plus journaliste, il est président de la CNDH, pour peut-être donner mon avis ou bien proposer des choses. Je suis d'ailleurs même en train d'interpeller la CNDH sur une question avec des preuves à l'appui, et puis leur soumettre, parce que peut-être que la CNDH n'a pas toutes les informations, le pays est vaste, même en N'Djamena c'est déjà difficile, mais il y a un travail quand même qui est en train d'être fait, mais de manière méticuleuse. Je vois les documents qu'ils pondent, je suis, et c'est encouragé. Déjà, le rapport sur les événements du 20 octobre, ça crée un très grand débat national. Même comme on le dit là, en interne, il y a des gens qui sont pro-régime, ainsi de suite, qui n'ont pas aimé. Mais c'est un pas historique que la CNDH a franchi. Aujourd'hui, la CNDH fait le tour des prisons pour voir les conditions de détention et en parler publiquement. Pour dire non, ici c'est pas bon, non, ici c'est bon.
Ça, c'est déjà beaucoup de choses. Mais sur les questions sécuritaires, la CNDH ne s'occupera que sur les questions de violation des droits de l'homme. Mais sur le dispositif sécuritaire, les renseignements et tout ce que vous savez, difficile. Ok, docteur Yamingue, même si l'avenir semble être pessimiste quant à l'amélioration du contexte sécuritaire du pays, vous qui êtes chercheur dans le domaine, qu'est-ce que vous pensez ou proposez pour, par exemple, que cette situation sécuritaire s'améliore dans notre pays? Ok, avant d'arriver à une proposition, je voudrais faire une clarification et puis avancer un argument que je n'ai pas eu le temps de placer sur la table. Par rapport aux enfants qui ont été retrouvés enterrés, en fait, il y a quelques jours, j'ai suivi dans les médias que l'auteur immédiat a été retrouvé. C'est le frère, donc c'est l'oncle maternel des enfants. Parce que j'ai même suivi le témoignage de la mère des enfants qui avait dit que c'est son propre frère qui a injecté un produit anesthésiant aux enfants et qui les a littéralement tués, donc éventrés pour enlever des organes, ouvert la tête pour enlever le cerveau. C'est dur à supporter, et que son frère en ce moment est en prison et qu'il a appelé depuis Klessoum pour demander pardon et tout ça. Bon, là on voit que c'est, même s'il est l'auteur, si c'est confirmé, encore une fois c'est la question des enquêtes. Je pense qu'il n'est pas seul, parce que là on se retrouve dans une situation visiblement de trafic d'organes. Et donc il faudrait aller jusqu'au bout de la chaîne pour savoir qui sont... Démanteler le réseau qui se cache derrière. Voilà. Parce que ces organes, c'est pour les vendre quelque part. C'est ça. Il y a certainement une commande. Voilà. Et est-ce que c'est la première fois que ce réseau est impliqué ou pas? Ce serait très important d'aller jusqu'au bout de l'enquête pour clarifier. L'argument que je voudrais avancer, c'est la parole des autorités. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la perception de la vie humaine et la parole des autorités qu'il faudrait peut-être regarder. On se souvient qu'il y a quelques mois, le ministre de la Sécurité avait pratiquement donné le permis de tuer. Oui. Ça a été, le permis de tuer. Oui. Oui. Comment ça? S'il y a des personnes qui sont impliquées dans des conflits intercommunautaires, abattez-les, et puis après on va gérer, même si les éléments des droits de l'homme... Annonçant ainsi l'instauration de la peine de mort. Bon, peut-être... Avec une justice que l'on connaît. Peut-être que ça c'est plus fort, mais en fait ça a été déploré au plus haut niveau, mais le mal était fait. Je pense que ce n'est pas suffisamment déploré. Ce sont des choses qu'il faudrait éviter, parce que venant des hautes autorités, ça révèle un état d'esprit, et puis ça entretient aussi des comportements allant dans le sens de ces violences et de cette criminalité. Ce qu'il y a lieu de faire, alors je ne suis pas du tout pessimiste, je suis relativement optimiste. Je pense que là, les nouvelles autorités sont en place, bonnes ou mauvaises, à chacun de l'apprécier. Il y a un mandat qui est déclenché. Et moi, je pense que même au niveau international, le paradigme de la gouvernance sécuritaire a évolué. Et aujourd'hui, la sécurité n'est pas seulement l'affaire, la gestion de la sécurité n'est pas seulement l'affaire des corps, l'armée et ainsi de suite. La sécurité implique un dialogue avec les civils. La collaboration civilo-militaire est au cœur de la gouvernance sécuritaire, et le Tchad ne peut pas s'extraire de cette logique. Peut-être qu'il n'y a pas de bonne volonté. En tant que Tchadien vivant au Tchad, c'est difficile de dire on donne un blanc-seing aux autorités sur certaines questions. Mais à mon avis, avec la décentralisation qui est amorcée, peut-être qu'il faudrait que les collectivités soient davantage responsabilisées. Même s'ils ne le font pas, qu'ils arrachent cette responsabilité. Et j'aime bien citer un cas de figure, c'est celui de la commune du 1er arrondissement de la ville de N'Djamena, où le nouveau maire, un jeune du parti au pouvoir, mais venant de la société civile, dès qu'il a pris fonction, il a instauré des réunions de sécurité à l'échelle communale. Ça a été mal perçu par les autorités sécuritaires, mais c'est quelque chose qu'il faut soutenir, défendre, encourager. Et même si c'est des cadres informels de dialogue civilo-militaire, qu'on les impulse, ça permettrait, avant les enquêtes, d'avoir des premiers éléments sur lesquels agir, rebondir.
C'est extrêmement important. Et ensuite, que les dirigeants prennent leurs responsabilités. Parce que j'ai vu aussi dans le projet de société du président de la République qu'il a clairement inscrit, je pense, la 8e action sur les 100, où il a prévu de mettre en place une grande communauté de sécurité nationale impliquant les militaires, mais aussi les civils, la société civile, les élus locaux, ainsi de suite. Donc, c'est inscrit dans le projet. Parfois, on pense que ceux qui sont au pouvoir ne prévoient pas, ou alors quelquefois ils prévoient des choses dont eux-mêmes ne se rendent pas compte. Dès lors que c'est déjà inscrit, je pense que c'est de la responsabilité du président de la République de veiller à ce que ce soit fait, mais aussi que tous les autres, tout autour, les contre-pouvoirs, regardent cela, évaluent et interpellent ou avisent le président en fonction de qui ils sont pour que ces initiatives soient mises en place. Mais une meilleure discipline dans les rangs des forces de défense et de sécurité, un meilleur encadrement des forces de sécurité et une correction des amalgames dans la gouvernance sécuritaire nationale s'impose pour qu'on réduise cette situation qui est déplorable. D'accord, je vais passer la parole à Pyrrhus pour son dernier mot parce qu'il nous reste pratiquement 2 minutes. Quelle solution durable pour réduire les violences? Et si en même temps vous avez un mot de fin? Il y a des initiatives à encourager. Les comités locaux de prévention de la délinquance. Ça, c'est des initiatives qui avaient été appuyées par Cogenta, avec APLFT qui ont mis en place ce comité-là, des CSL, SRPD, dans le 1er, 7e, 8e, 10e arrondissement, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est des choses à encourager. Nous n'avions pas eu le temps de parler de la justice parce qu'on ne peut pas parler de la sécurité sans parler de la justice. La justice étant gardienne des droits et libertés, il va falloir, si nous voulons que la sécurité règne, qu'on donne le plein pouvoir à la justice. Que les enquêtes soient bien documentées, arriver au niveau de la justice. Le juge, c'est comme un esclave de la loi, il applique seulement la loi. Mais s'il y a des procédures qui sont violées au départ, arriver à son niveau, il va dire la loi, mais il va libérer le type et après on va dire que c'est le juge qui est complice. Donc, en un mot, il faut redorer le blason de la justice en lui donnant les moyens et réorganiser le système sécuritaire au niveau du Tchad pour permettre à ce que la sécurité des personnes et des biens soit assurée. D'accord. Monsieur Avenir, vous avez 1 minute pour clôturer. C'est pratiquement terminé. Oui, moi je dis la sécurité, ça convoque aussi l'aménagement du territoire. Nous n'avons pas de route à N'Djamena. L'inondation est partout. Et donc les gens profitent dans ces recoins, dans l'obscurité, pour tuer le grand banditisme. On ne peut pas le combattre tant qu'on n'aménage pas le territoire. Pour ne s'en tenir qu'à la ville de N'Djamena. Pour le reste, je vous assure, je n'ai plus de débat ni sur la sécurité, ni sur l'économie, ni sur le développement avec le régime MPS. Qui s'en aille et que les Tchadiens aient un autre contrat social. Voilà, ici prend fin notre débat. Notre ami n'a pas dit son mot de fin. Le temps imparti est malheureusement terminé et sa dernière intervention, il a déjà fait des propositions. Bon, si vous avez autre chose, je peux encore vous accorder 30 secondes, juste 30 secondes. Oui, je crois qu'en plus de ce que les autres ont dit, il faudrait sérieusement dépolitiser l'armée et les forces de défense et de sécurité. Forcément. Ok. Merci, chers téléspectateurs. Nous avons débattu de la question de la recrudescence de meurtres dans le pays. Étaient sur ce plateau 3 éminents panélistes qui nous ont aidés à comprendre la situation. Rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir. Du futur.
Au-delà de l'enjeu sportif, ce match symbolise une nouvelle ère pour le football tchadien. Pour la première fois, les Sao s'apprêtent à disputer une rencontre internationale de cette envergure dans une enceinte moderne, conforme aux standards internationaux. L'occasion pour le public tchadien d'exprimer son ferveur et son soutien indéfectible à l'équipe nationale. Face à un adversaire de taille, fort de son palmarès continental et mondial, les protégés du sélectionneur Raoul Saiviu devront conjuguer rigueur tactique, discipline défensive et efficacité offensive pour espérer rivaliser avec les Black Stars. La rencontre promet une intensité particulière, tant le Ghana ambitionne de consolider sa suprématie dans le groupe, tandis que le Tchad nourrit l'espoir de créer la surprise et de marquer les esprits. Au coup d'envoi prévu ce jeudi, une seule question habitera les esprits. Les Sao seront-ils transformés l'enthousiasme populaire et l'énergie de leur nouveau stade en un exploit face au Ghana? Réponse sur la pelouse du stade de Mandiafa. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de N'Djamena ont provoqué des dégâts collatéraux, ralentissement des activités commerciales, blocus dans de bien d'autres secteurs de la ville. De nombreuses petites entreprises, notamment dans les secteurs informels, ont subi des pertes matérielles énormes. Les déplacements de la population active ont été fortement perturbés. Plusieurs routes principales et secondaires sont devenues, surtout dans les faubourgs. La dégradation de société s'est accentuée.